Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et j'ai un immense plaisir de recevoir aujourd'hui, encore une fois, Shmuel Trigano, un sociologue, le philosophe français très important, ex-professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, où il a occupé la chaire de sociologie de la connaissance, de la religion et de la politique. Shmuel Trigano a déjà parlé sur cette chaîne et je dois préciser que la chaîne ainsi que la revue Perdition idéologique doivent sa naissance à sa pensée. C'est sa pensée qui m'a inspirée dans l'ouverture de ces chaînes ou ces canaux de diffusion du savoir. Bonjour Merci. Shmuel. Bonjour, merci beaucoup et merci pour la confiance que vous me faites. En fait, nous sommes réunis pour réfléchir à ce qu'on définit en sociologie comme une idéologie. Qu'est-ce qu'on entend par idéologie? On entend le fait qu'il y ait, à une période donnée, très important de définir la période, une synergie entre les idées dominantes d'une époque et la réalité sociale dans laquelle ces idées naissent. Par réalité sociale, j'entends les cadres politiques, les groupes, les classes, le pouvoir, etc. Ce rapport n'est pas un rapport. En fait, chaque fois qu'une idée est partagée par un grand nombre de personnes, on est face à une dimension idéologique. Euh, le phénomène idéologique nous aide à comprendre comment les groupes pensent ensemble, comment ils peuvent partager de semblables idées. Et donc, toute idée dominante, toute idée importante partagée par un grand nombre, en quelque sorte, nourrit un rapport avec une base sociale qu'il s'agit d'identifier. Donc, il y a une sorte de superposition des phénomènes de représentation collective, les idéologies, les doctrines, et de la réalité qui porte cette idéologie dans la société. Le rapport entre les idées et les faits sociaux n'est pas nécessairement un rapport de cause à effet, comme on le pense en règle générale, naturellement, mais sans cette réflexion théorique. Je dirais pour ma part que le rapport entre les idées collectives et les cadres sociaux, ce rapport est simplement cohérent, je dirais même systémique, sans que l'on se prononce sur sa signification et sa portée sociale et politique. En fait, là, nous saisissons la façon dont dans une société, on est en rapport avec les représentations collectives. Alors, un des fondateurs de la sociologie de la connaissance, Karl Mannheim, qui a toute une histoire commençant par l'Europe centrale, le marxisme, l'Allemagne, la fuite, etc. C'est lui qui a fait finalement de la sociologie de la connaissance une discipline académique et universitaire. Karl Mannheim distingue deux systèmes de représentation de la réalité, les utopies et les idéologies. Donc, il prend ici le terme d'idéologie comme une classe des représentations collectives et des phénomènes sociaux qui les accompagnent. L'idéologie, à son sens, est toujours conservatrice. Elle vise à proroger un ordre social qui est déjà en crise. Et donc, elle est conservative. Alors que l'utopie est révolutionnaire. Elle cherche à imposer un ordre des choses qui n'est pas encore dans la réalité. Et il rajoute avec ironie, toute idéologie a commencé par être une utopie. La meilleure preuve, le communisme, si l'on peut dire. Et donc, en fait, il y a ici une catégorisation dynamique, on pourrait dire. L'utopie est toujours dans l'agressivité, la montée, la démonstration, l'apologie, etc. Pour imposer cet ordre nouveau qui correspond sans doute à une nouvelle forme de la réalité. C'est ça qui est important. Alors que l'idéologie, c'était une utopie qui avait réussi, mais qui ne correspond plus ce à quoi elle correspondait à l'époque quand elle est arrivée au pouvoir. Bon, donc en fait, il faut apprendre à distinguer ces deux dimensions, toujours par rapport au cadre social
dans lequel le phénomène se produit. Qu'est-ce qu'une idéologie dominante? Une Attendez idéologie, juste un instant, je voudrais présenter votre livre parce que tout le monde ne sait pas que vous êtes auteur d'un ouvrage fondamental qui d'ailleurs a inspiré, comme je dit tout à l'heure, le blog et la chaîne, La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme. Vous avez écrit ce livre en 2012. Il a été publié aux éditions Hermann, donc dans la collection Philosophie, et vous en avez tiré un petit manuel de postmodernisme illustré dans la collection qui est dirigée par Jean Slamovitch, Le point sur les idées, aux éditions Intervalle. Et donc, le petit manuel de postmodernisme illustré est le condensé de votre pensée que je trouve fondamentale, peut-être même dominante pour l'époque. Voilà, donc vous pouvez maintenant nous dire ce que c'est que justement l'idéologie dominante et pourquoi l'idéologie, une idéologie peut être dominante en général. qu'est-ce qu'une idéologie dominante? On pourrait dire qu'il y a idéologie dominante chaque fois qu'un système d'idées s'impose à notre conscience. Tant ces idées semblent évidentes, naturelles, voire elles peuvent être certifiées par l'académie. Et donc, on est en proie à cette idéologie sans en prendre véritablement conscience et sans prendre conscience surtout du pouvoir, la base de pouvoir qui les rend possibles. Donc, cette idéologie que j'ai tenté de comprendre, je dois avouer, au terme d'une analyse du nouvel antisémitisme, car je me suis rendu compte en avançant dans cette analyse, et il y a un nouvel antisémitisme très important du point de vue idéologique comme manipulation, je me suis rendu compte qu'en fait, cet antisémitisme s'adossait à une idéologie bien plus grande, bien plus puissante, qui dépassait largement la condition des Juifs. Donc, alors, c'est ainsi que j'ai pu ouvrir une voie d'analyse de ce système d'idées et de rapport aux cadres sociaux. En fait, dans le livre que vous avez évoqué, j'analyse, on pourrait dire, la crise de la démocratie, la crise du régime démocratique. Je dirais que si je reprenais les catégories de Mannheim, aujourd'hui, nous sommes face à une utopie qui est en passe de devenir une idéologie. C'est-à-dire qu'elle impose son ordre du jour à toutes sortes de cas, de situations. Une partie de la population ne s'en rend pas compte. Pour elle, c'est évident, effectivement. Si, par exemple, l'université défend le côté académique de la théorie du genre ou telle conception postmoderniste, on est porté à croire que c'est vrai, puisqu'on n'est pas soi-même aussi compétent que cela. Alors, le postmodernisme, en fait, il faut déjà définir d'où il vient précisément. Il est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un milieu intellectuel, dans les années 50, 60 déjà, dans un milieu intellectuel qui était marqué par le marxisme, mais qui se désolidarisait du communisme sur ce point-là, et qui ont formé une sorte de groupe intellectuel, pas un parti politique, dans la France de cette époque. C'est justement les Derrida, les Deleuze, les Badiou, toute une pléiade de philosophes qui étaient des philosophes critiques de la modernité. D'où le terme de postmodernisme que eux-mêmes ne se sont pas donné, mais qui a été conféré plus tard à ce corps de doctrine. Euh, alors, ces auteurs, ces philosophes, euh, cible la modernité qui n'est plus décrite comme la modernité des Lumières, de l'état de droit et de la raison, mais définie par la domination, l'enfermement, l'ethnocentrisme, le colonialisme, etc. Pour les postmodernes, la modernité est close. Il faut passer à un autre ordre social, d'où le nom de postmoderne.
Donc, l'essentiel du travail est la critique de la modernité qui ferait la voie à un mode d'être collectif qui serait au-delà de la modernité. Et c'est ce qui explique pourquoi le slogan clé de cette école de pensée, c'est la déconstruction. La déconstruction, en fait, ébranle l'idée que l'on se fait de la réalité, en tout cas dans l'ère moderne, à savoir que, quelles que soient nos opinions, nos conceptions, nos idéologies, la modernité, la réalité nous est externe, elle est empirique, elle est quantifiable, elle est distincte de la conscience. C'est fini avec l'approche postmoderne. Désormais, la réalité est introduite dans le récit, dans ce qu'on dit dans ce langage, dans le narratif de l'acteur social. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas attendu les postmodernes pour découvrir ça. C'est une découverte de la sociologie, mais la sociologie n'a jamais pensé que le réel avait disparu. À savoir que le réel n'était qu'une clause de style d'un narratif. C'est-à-dire qu'en fait, on tourne le dos au réel en pensant que tout est construit, y compris ce qu'on croyait être le réel. Et donc, si tout est construit, tout peut être déconstruit. Et donc, là où il y a de la cohérence, de, un système de pensée, etc., eh bien, c'est un objet déconstructible, si on peut dire, que ce soit l'idée nationale, que ce soit... On l'a inventé, donc on peut inventer soi-même, on peut en changer. Par exemple, on m'a dit que j'étais un homme et pas une femme, et je peux changer, je peux décider, etc., etc. Tout ça n'est que oppression sociale et impression de la réalité sociale. Donc, il y a je dirais, une dématérialisation de la réalité. Et cette dématérialisation se retrouve aussi dans une théorie qui est le langage comme performatif. En somme, c'est comme si on disait, euh, je l'ai pensé, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la langue aurait le pouvoir de constituer cette réalité qui est la réalité, le réel et la réalité sociale. Donc, on tient toute cohérence est tenue pour être, et pour être, est tenue pour être une sorte de manipulation, de construction sociale. Et donc, là, en fait, le projet est un projet libératoire. Il s'agit de déconstruire ce qui nous enserre dans ces structures pour se libérer. Bien. Alors, Et je peux me permettre de vous interrompre un instant pour faire deux remarques. Donc, je pense à ce que vous dites quand on parle du narratif, qui est un des maîtres mots de l'époque, et surtout quand on parle aujourd'hui du narratif palestinien et du narratif israélien, comme si la réalité n'existait pas. Et là, on peut pas penser au fait que l'histoire elle-même n'existe pas non plus. Il n'y a que les narratifs construits par le langage, et c'est qui est le plus fort dans cette construction. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque sur la performativité du langage, c'est une remarque très intéressante, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où la langue participe bien évidemment, mais puis il y en a d'autres où elle nie complètement l'existence de l'histoire, non seulement la sociologie, mais l'histoire aussi. Puis l'histoire n'existe pas, il n'y a que le langage avec lequel on peut faire et construire n'importe quoi. On l'a vu, nous, les ex-soviétiques, avec la construction de la langue de bois soviétique, parce que cette idéologie aussi, elle impliquait le travail sur la langue et par la langue. absolument. Et donc, c'est la condition du réel qui est en jeu. En sociologie, on pense évidemment que tout est construit dans l'humanité, mais on ne pense pas que l'extériorité se ramène à notre conception des choses. Il faut toujours vérifier ce que l'on pense à travers la statistique, à travers l'analyse, en se reportant au-delà de la pensée et des cadres de la conscience. Et c'est ça qui est un des traits. On va voir d'ailleurs quelle est la portée, la signification
de cet état de choses. Donc, la déconstruction, en fait, elle s'étend jusqu'à la condition humaine. Au fait, Foucault ne nous avait-il pas dit que l'homme était mort? L'homme de la modernité, l'homme comme invention de la modernité, le jeu de Descartes, de la rationalité, etc., il est mort. Donc, en fait, passer à la notion de post-humain, qui est une notion tout à fait courante, le post-humain s'explique. Il y a aussi toute une doctrine, parce qu'il y a de nombreuses doctrines adjacentes à ce corps de doctrine postmoderniste. La doctrine du transhumanisme, par exemple, qui dit très bien son nom, on n'est plus dans le post, mais on est le trans dans l'au-delà. Donc, le transhumanisme imagine la création d'un homme bionique qui adjoindrait au corps humain des prothèses numériques qui démultiplieraient ses pouvoirs. C'est presque de la science-fiction à ce niveau-là. Cette déconstruction qui s'étend jusqu'à l'identité humaine va aboutir à élargir les limites de l'humanité. Et donc, je fais par exemple référence à l'antispécisme, qui est une autre idéologie adjacente au postmodernisme, qui vise à demander une déclaration des droits des grands singes, c'est-à-dire qui estime qu'il faut donner aux animaux ou à certains animaux une reconnaissance semblable à celle de l'humanité avec une charte de droits, etc. Ou alors la vengeance de la terre qu'on trouve dans toute forme de pensée autour de l'écologie et de la nature. La terre se venge parce que nous l'avons exploitée. Il faut, il faut adopter une posture de limitation de la consommation pour satisfaire la colère de la terre. Regardons par exemple comme la dimension, euh, la, la dimension de l'écologie est une dimension très importante à ce niveau-là. Le concept d'humanité s'élargit. Il s'élargit tellement que l'humanité elle-même se perd dans la nature et l'anonymat. C'est-à-dire qu'en fait, les droits humains s'élargissent à d'autres catégories de vivants ou de muets, les plantes, la végétation, etc. Par exemple, le Guatemala a une constitution qui reconnaît les droits de la terre, les droits de la nature. Mais il n'y a personne, aucun être animé qui puisse la représenter. Donc en fait, euh, c'est une, cette déconstruction du narratif moderne s'attaque évidemment de façon majeure au sujet. Le sujet, qui est le cadre même de la modernité, de la pensée moderne, et tout vise, à travers la théorie du genre, à démembrer le sujet individuel. De même, c'est le sujet collectif qui est la nation, qui est l'objet de cette déconstruction. En fait, tous les sujets, les sexes, la nation, la civilisation ne seraient que des narratifs construits pour la domination, l'ethnocentrisme et l'oppression. La destruction du sujet individuel retentit sur le concept d'humanité et installe un véritable trouble identitaire. Le trouble qui concerne l'individu, qui concerne la famille, qui concerne la parenté, etc., mais aussi qui concerne la vie humaine, avec la loi bioéthique et toutes ses dimensions, toutes ses excroissances, qui visent toutes, je reviendrai là-dessus, à affirmer la domination de l'homme sur l'ensemble de la totalité, une domination qui est auto-déniée. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a un sens très profond euh, à ce niveau-là. Déjà, remarquons que ces déconstructions ne concernent que l'Occident, que les Mais, civilisations oui, occidentales. avant qu'on continue, une remarque sur ce sujet nouveau.
Nous avons déjà vécu ça, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on construit un homme nouveau. Après toutes les révolutions et le changement des régimes, politiques et sociaux, il y avait, cette utopie de créer un homme nouveau. En Union soviétique, d'où je viens, l'homme nouveau, c'était le projet du communisme. Et le Donc projet de toute utopie. d bien sûr, parce que l'homme, qui a été construit ressemblait drôlement à l'homme des cavernes et pas à l'homme nouveau et donc en fait, on assiste à la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que en vous écoutant, on a cette idée que, Butler disait qu'il faut tout détruire pour, construire, le monde meilleur et l'homme meilleur et bien on en est là. Oh, ce que ça me rappelle vraiment les théories communistes qui nous étaient enseignées à l'époque où j'étais jeune, enfin j'étais adolescente et je les ai entendues encore à l'école. C'est pas Justement, tout à fait la même chose. on retrouve l'évaluation que je propose. On est face à une utopie en train de devenir idéologie parce qu'elle s'inscrit dans le pouvoir, alors qu'auparavant, c'était des francs-tireurs, si l'on peut dire à ce niveau-là. Donc, les sociétés occidentales ont intégré leur l'ordre du jour de cette idéologie, dans les mœurs, dans les lois, les règlements, etc., comme on le voit. Bien, donc en fait, cette ambition atteint jusqu'à la condition humaine, une redéfinition de la condition humaine, ce qui n'est pas peu, même au regard d'autres époques de l'histoire, surtout qu'on fréquente le post-humain, ce qui est quelque chose de tout à fait inquiétant et étonnant. Donc, je soulignais que seuls les narratifs de l'Occident étaient l'objet d'une attaque, d'une critique, réclamant des droits spécifiques qui sont déclinés en termes ethniques, raciaux, au nom des droits de l'homme universels. Là, c'est une contradiction sur laquelle je reviendrai. Mais avec la post-humanité, nous avons aussi, et c'est un terme courant, la post-démocratie. La post-démocratie, la destruction du sujet national dessine en fait le paysage de la post-démocratie, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de régime démocratique sans l'assise d'une nation. Je crois que ça, c'est un principe fondamental. Aujourd'hui, renverser la nation, la critiquer, c'est remettre en question, comme on le voit d'ailleurs dans les faits, le régime et les lois démocratiques. Donc, nous serions entrés dans l'ère de la fin des territoires, du village global, de l'homme nomade. Le pouvoir ne serait plus le pouvoir d'un individu, mais le pouvoir en réseau. D'ailleurs, on ne parle plus de gouvernement, mais de gouvernance. La gouvernance, c'est un gouvernement soft, qui ne s'implique pas dans la réalité. Donc, en Mais fait, juste une question, pourquoi faut-il ou fallait-il déconstruire l'idée de la nation? Pourquoi c'est une idée? Pourquoi le mot acquiert aujourd'hui quasiment, un sens négatif? parce que c'est unité, c'est l'unité suprême d'une société. Elle a une dimension à la fois historique, concrète et abstraite. Il y a aussi le concept de nation démocratique, nation citoyenne. Et donc, la nation, c'est le sujet par excellence, le sujet absolu. En fait, puisque toute la modernité s'est réorganisée en fonction du principe de l'État-nation, à partir de 1648, le traité de Westphalie, qui met fin à 2 siècles et demi de guerre de religion et qui décide, à la place de Saint-Empire romain germanique, il y a 350 États allemands qui naissent, des principautés, des duchés, etc., etc., avec ce principe que la religion de l'État sera la religion du détenteur du pouvoir. Et donc c'est là où, en fait, se met en place l'État-nation. L'État-nation est une réalité dans laquelle se superposent un territoire, un pouvoir et une culture. Il y a donc des frontières dans un État-nation. Et en fait, la critique de l'État-nation s'oppose à ce modus vivendi qui a donné la paix à l'Europe depuis le XVIIe siècle et tout le XVIIIe, XIXe. C'est la formation de ces États-nations qui se sont constitués.
Donc la nation, c'est le sujet absolu, le sujet par excellence. Et c'est lui qui porte la possibilité d'un régime démocratique, qui suppose des règles d'entrée, des règles de sortie, etc., etc. Tout ce qui est refusé aujourd'hui à la lumière de toutes sortes de problèmes comme l'immigration de masse, etc., qui se produit. Alors, surtout, c'est un nouveau régime politique qui se profile. J'ai résumé les lois de ce régime. Je vais les énoncer. La minorité l'emporte sur la majorité. L'autre est essentialisé, le citoyen est déconstruit. La différence est opposée à l'égalité. Les quotas sont opposés à la libre concurrence. La communauté est opposée à la nation citoyenne. La population immigrée est opposée à l'identité nationale. Les droits de l'homme sont opposés aux droits du citoyen. La démocratie participative est opposée à la démocratie représentative. Les ONG et les associations sont opposées à l'État. La communauté internationale est opposée à l'État souverain. Le pouvoir judiciaire est opposé au pouvoir exécutif. Voilà résumé ce qu'est la post-démocratie. Mais alors, il y a une contradiction dans ce que nous vivons aujourd'hui parce que si c'est tout à fait valable pour l'Occident, si c'est tout à fait valable et ça explique la haine ou le rejet de l'État-nation Israël, on ne comprend pas comment tout ce monde-là qui, critique l'existence de l'État-nation israélien, souhaite la création de l'État-nation palestinien. Ce serait à inscrire dans la liste de ces contradictions dont on va voir le sens dans un instant. Donc en fait, avec ces définitions, la société devient une sorte de salle des pas perdus, les salles d'attente dans les gares où les individus se croisent sans se connaître. La vie commune se déshumanise. Il n'y a plus de vis-à-vis humain. Il n'y a plus de guichet, le guichet administratif auparavant où on se rendait pour faire des opérations administratives. Ce guichet disparaît au profit du site informatique. Les fonctions collectives sont privatisées. Auparavant, elles étaient sous la gouverne de l'État. Il n'y a plus de public. Euh, et là, le phénomène qui nous montre ça de façon très claire, ça a été la révolte des Gilets jaunes, qui se retrouvent justement inscrits dans cette population fragile et faible, qui se retrouve enserrée dans cet ensemble de développement. Alors, à ce projet utopique s'ajoute ce que j'appelle un nouveau sacré, une théologie. Une théologie, et on pourrait dire d'ailleurs, ça s'appelle dans cette perspective un grand récit. Le grand récit du postmodernisme, c'est le fait qu'il n'y a plus de récit. C'est-à-dire, on dénonce une réalité pour l'assumer dans un sens nouveau. Alors, j'ai évoqué l'écologie profonde avec la vengeance de la nature. J'ai évoqué également l'apparition d'une nouvelle classe universelle que Antonio Negri définit comme étant la multitude, qui n'est plus le prolétariat, mais la multitude, c'est-à-dire un chaos, une cohue sur ce plan-là. D'ailleurs, il y a une possibilité qui se soit inspirée de cette expression dans Maïmonide, le Hamon A'am. Mais c'est à vérifier à ce niveau-là. Il y a aussi, finalement, il y a un paradoxe général dans le discours postmoderniste. Il y a une pulvérisation de toute identité et en même temps une revendication extrême d'identité. Leur identité, le principe identitaire qu'ils favorisent, c'est le neutre, là où l'on n'est ni un homme ni une femme, les binaires, etc. En fait, alors ce neutre, et il y a des écrits là-dessus dans toute cette littérature,
ce neutre, en fait, c'est une sorte de saint néant, le saint néant des années 60-70, quand les hippies s'inspiraient du bouddhisme, etc. C'était un nirvana courant sur ce plan-là. Donc, en fait, il y a une fascination qui est la fascination d'un neutre originel qui serait ni l'un ni l'autre, mais en même temps, on exige des revendications identitaires délirantes, sexuelles, comportementales, etc. Donc là, il y a un paradoxe très important sur ce plan-là. Alors, voilà esquissé à gros traits les idées du postmodernisme et ce qu'il se propose de faire. Je voudrais maintenant réfléchir à la définition de la base sociale du postmodernisme, puisqu'en fait, nous avons dit que le phénomène idéologique croisait à la fois des dimensions idéologiques, d'idées, et des dimensions sociales. Donc, quelles sont les dimensions sociales qui rendent possible l'extension de cette idéologie? Parce qu'en fait, pour que cette idéologie reçoive une telle publicité, une telle force, etc., il faut qu'elle soit portée par une structure sociale qui la rend possible, qui la défende, qui l'assume, la, la, la- Diffusion. la constitue. Et donc, comment peut-on procéder? Là, je m'inspire aussi de Karl Mannheim. Il faut qu'on regarde les formes et les structures d'un discours idéologique, c'est-à-dire ce qu'il appelle la morphologie. Et dans cette morphologie de ce discours idéologique transparaît des dimensions de la réalité concrète. Il n'y a jamais une séparation totale à ce niveau-là. Remarquons le trait le plus manifeste, c'est que c'est clivé, un discours clivé. C'est le même clivage structurel qui traverse toutes ces doctrines que nous avons entrevues. Premièrement, la déshumanisation de l'homme s'accompagne d'une panhumanisation de toute la réalité, les animaux, la nature, etc. Donc, déshumanisation, puisqu'on parle du post-humain, humanisation de toute la réalité. La dépolitisation propre à la critique de la nation, du gouvernement de l'égalité, s'accompagne d'une pampolitisation qui touche jusqu'à la sexualité et plus largement la vie. Quand on lit parfois Judith Butler, on a l'impression qu'elle se lève à la guerre des classes dans le cadre du sexe, de la sexualité. Donc c'est une transposition délirante d'une version idéologique. La détériorisation de la vie collective va de pair avec la relégation à la périphérie du destin individuel. Donc, en fait, le fait d'affirmer qu'il n'y a plus de territoire n'empêche que certaines populations sont vouées à la périphérie. J'ai cité le cas des Gilets jaunes comme étant un cas tout à fait probant de cette situation-là. La recherche de l'indétermination et du neutre s'accompagne d'une extrême revendication d'identité. La quête du post-humain s'accompagne de la revendication universelle des droits de l'homme. Si on est dans le post-humain, à quoi servent les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont invoqués contre les droits du citoyen. Je précise, d'ailleurs c'est une remarque de Hannah Arendt, à quoi ça sert vos droits de l'homme si vous n'avez pas de tribunal qui juge en fonction de ces droits? Donc en fait, si vous n'avez pas de citoyenneté, il n'y a de tribunal qu'adossé à une citoyenneté. En tout cas, dans ce qui ne serait pas une théocratie, parce que la possible théocratie ici doit être pensée. C'est-à-dire que n'oublions pas un des traits caractéristiques du postmodernisme, c'est le recours à la judiciarisation. Puisqu'effectivement, qui a le droit de légiférer sur la vie humaine? C'est même pas un parlement. Elle a des juges sont capables, c'est le rôle d'un clergé, d'une religion, d'une théocratie, mais pas d'un tribunal.
Je me rappelle que d'ailleurs, dans la première déclaration universelle, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Or, citoyen disparaît de la Déclaration de l'homme contemporain, enfin moderne. Et d'après-guerre. Ah, oui, après la Deuxième Guerre tout à fait mondiale. Et c'est une défaillance terrible. Tout le problème est là. Ce clivage structurel, qui est une sorte de contradiction interne, c'est l'indice que les milieux qui se reconnaissent dans le postmodernisme sont eux-mêmes en porte-à-faux avec l'environnement sociopolitique qui est le leur. Alors, c'est peut-être un peu complexe comme argument. Donc, cette contradiction témoigne que le groupe, le substrat du postmodernisme, des hommes de ce substrat sont en porte-à-faux avec l'environnement sociopolitique qui est le leur. Par ailleurs, je vais revenir là-dessus. Par ailleurs, certaines de leurs idées désignent aussi leur appartenance sociale. Par exemple, la sanctuarisation et la sacralisation de la nature ne peuvent être le fait de milieux défavorisés. Les milieux défavorisés souffrent trop de la nature pour l'élever à un statut de divinité, car leur pauvreté les expose justement aux calamités de la nature. Ils cherchent à fuir la nature. Et donc ça, c'est le signe d'une classe sociale bien établie, qui ne craint pas les agressions de la nature. De même, l'anomie qu'induit la déconstruction du sujet individuel comme sujet collectif ne peut être le fait d'une classe dirigeante, tant elle est génératrice de désordre. On ne peut pas imaginer une classe au pouvoir qui conseille à tout le monde de se révolter. Et c'est pourtant c'est ce qui se passe Oui, ben aujourd'hui. justement, mais il s'agit de comprendre Ouais. le clivage. Donc, il y a un clivage structurel. Voilà. Alors, le clivage structurel est clair là. Par contre, la toute-puissance performative attachée au langage est forcément l'expression d'un pouvoir réel et dominant. C'est-à-dire une classe sociale qui croit que en pensant ou en parlant, elle réalise. Elle s'inscrit dans la réalité. Cette affirmation de la toute-puissance de l'homme est d'autant plus étonnante qu'elle s'accompagne aussi d'une opposition déclarée à toute domination. Donc, ici, nous avons à nouveau un paradoxe. Alors, ce côté paradoxal, c'est un trait propre à l'utopie, puisqu'elle fait l'apologie d'un ordre social qui n'est pas encore établi pour destituer l'ordre social qui n'est plus actuel. OK? Donc, en fait, cette utopie promet l'instauration d'un monde qui n'existe pas encore, afin de délégitimer et abattre un discours et une classe de pouvoir, objectivement en porte-à-faux avec une réalité sociale. L'utopie d'une libération totale annonce toujours un pouvoir totalitaire. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, Est-ce que vous pourriez expliquer cette idée parce qu'elle m'est absolument claire, car je l'ai vécue. Je crois que n'importe qui vient de l'Union soviétique sait de quoi vous parlez, mais je ne pense pas que tout le monde puisse comprendre ça en Occident. alors, je reviens au classement de Karl Mannheim. Nous sommes en présence, avec le postmodernisme, d'une utopie. L'utopie cherche d'un côté à délégitimer les principes de la réalité déjà existante. Elle peut le faire parce que cette réalité est en crise. C'est capital, ça. Et donc, il y a, il y a donc une tentative de, en délégitimant cette formation sociale, de prendre sa place, de la supplanter à ce niveau-là. Donc, en fait, ce que je cherche par là, c'est que, avec toutes les contradictions que j'ai tenté de relever, là, nous sommes dans une contradiction qui s'explique en fonction de la typologie de Mannheim. Nous sommes face, alors on pourrait dire que l'Occident libéral est une idéologie finissante, qui n'est plus créative, qui est en train de s'auto-reconduire. C'est là où frappe l'utopie, justement pour la déconsidérer, la délégitimer et occuper sa place.
Et c'est pourquoi, dans cette utopie, on peut penser qu'il suffit de parler pour faire. C'est la performativité du langage. OK? Donc, en fait, le climat est propice à cette prise de pouvoir sur ce plan-là. Déjà, la prise de pouvoir est en acte, si l'on peut dire, car euh, les instances de l'Occident libéral ont accepté l'ordre du jour du postmodernisme à l'école, à tous les niveaux que nous avons évoqués à ce niveau-là, à ce niveau-là. Le postmodernisme envoie un double message, un message de pouvoir qui est destiné aux élites, justement la performativité du langage, qui confère sens et légitimité à leur domination, et un message libertaire de libération des mœurs, destiné aux masses, qui les appelle à l'individualisme radical. Donc en fait, la libération des mœurs, l'anomie sociale, tout ce que l'on a vu, c'est pour les masses, mais la classe dirigeante, elle, peut s'imaginer qu'il lui suffit de parler pour faire, à travers la performativité du langage. Donc en fait, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe sur le plan de la formation sociopolitique qui exerce, parce qu'à la fois, elle est supposée être dominante et en même temps reléguée, comme les gilets jaunes que j'ai donnés euh, en exemple. Alors, la question de l'interprétation de ce paradoxe n'est pas facile. Il faut prendre en compte effectivement deux situations qui tranchent sur ce qui prévalait au XXe siècle sur la doctrine de la nature du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui s'est dématérialisé au point que celui qui le détient peut le dénier et le combattre avec rigueur, avec vigueur, c'est-à-dire affirmer, jurer ses grands dieux qu'il n'exerce pas de pouvoir, qu'il se dévoue, etc., etc. D'autant que l'élite dominante est culturellement l'héritière de l'individualisme libertaire et quasi anarchique des années 60-70, l'ère psychédélique, si vous voulez, à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'homme de pouvoir condamne tout pouvoir, y compris le sien, voire appelle à la rébellion. La classe dirigeante d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la classe du 19e et du 20e siècle. Et donc là, sur le plan de la structure sociale qui porte le phénomène idéologique, je suis obligé de prendre en considération l'évolution de la nature du pouvoir en remarquant que le pouvoir n'est plus le même. D'ailleurs, on peut avoir tout le pouvoir en étant absent, en étant loin, en étant, etc., etc. C'est pas le Versailles, si Versailles m'était compté euh, à ce niveau-là. Donc, alors, voilà comment je résous le paradoxe. Le message postmoderniste est adressé d'un côté aux classes populaires, aux classes défaillantes, en appelant à la jouissance, à la liberté du genre, etc., etc., alors que le message performatif est destiné à une classe dirigeante. Qui est cette classe dirigeante? C'est ce que je voudrais voir maintenant. Alors, comme je l'ai dit à l'instant, on n'est plus au 19e et au 20e siècle avec les classes sociales telles que Marx les connaissait. J'ai trouvé un concept pour définir la nature de cette classe, de la classe postmoderniste, c'est-à-dire l'assise du pouvoir contemporain. À mon sens, j'ai trouvé un exemple qui exprimerait la nature de cette assise, qui est la plateforme maritime. La plateforme maritime pour extraire le pétrole qui est face à une côte en rapport direct avec cette côte, mais complètement indépendante de cette côte, si on pourrait dire. Donc, en fait, elle est, la plateforme est en rapport avec le continent, mais elle est indépendante. La plateforme permet à ceux qui l'habitent de faire des raids, c'est-à-dire d'intervenir sur le continent, en l'occurrence dans la société, et de revenir d'où ils sont partis. Donc, en fait, il y a une sorte d'irresponsabilité du pouvoir politique. Il intervient, mais il est absent.
Il se dénie lui-même d'ailleurs sur ce plan-là. Donc j'ai distingué 4 milieux sociaux qui pourraient relever de ce modèle. Ils ont un ensemble de traits dominants. Premièrement, ils possèdent le pouvoir d'influence dominant tout en déniant qu'il s'agit d'un pouvoir. Leur action se fait sur le mode de l'incursion dans la vie de la société et de l'État, suivi d'un repli qui laisse croire qu'il n'y a pas eu d'action ni de responsable. Ils entretiennent des rapports systémiques les uns avec les autres qui s'inscrivent dans un système de communication mondiale. Ils gèrent des flux là où l'État gérait des territoires. Ces milieux sont les milieux médiatiques, académiques, judiciaires, financiers. Par financier, j'entends l'économie financiarisée, c'est-à-dire un échange numérique par-delà les océans. Il n'y a jamais de billets de banque, jamais de lingots d'or, tout est théorique. Remarquons que ces milieux partagent le même pouvoir. Leur pouvoir se fonde sur une compétence reconnue par des collègues. C'est ce que Max Weber appelle l'autorité collégiale, qu'il distinguait de l'autorité bureaucratique, traditionnelle ou charismatique. Les détenteurs de ce pouvoir ne sont pas contrôlés, mais dépendent de l'évaluation de leurs collègues. On ne contrôle pas un professeur d'université, mais on évalue son travail, etc. Leur activité professionnelle les confronte à des flux, informations, sondages, articles scientifiques, affaires judiciaires, état de la bourse, etc., etc. Et la digitalisation est évidemment la caractéristique globale de ce pouvoir. Donc, les modalités d'action de ces substrats sociaux, c'est, comme on l'a dit, un double mouvement, l'incursion dans la société et la politique, et le repli dans la citadelle de la plateforme, qui sont le média, l'université, la justice, la bourse, érigés en instance de l'absolu. C'est eux qui sont les détenteurs de la réalité, du vrai, du droit, de la valeur, etc. D'accord? Le support de l'action prend différentes formes pour chacun de ces milieux. Les médias pratiquent l'enquête d'investigation ou le rapport des ONG. Leur objectif, c'est de définir les événements. De quoi parle-t-on? L'université procède par enquête scientifique, sondage, et l'ordre du jour de l'académie postmoderniste est très important sur le plan de l'idéologie postmoderne. La justice pratique la mise en examen. La bourse, les rapports des agences de notation. C'est d'ailleurs un rôle très bizarre, les agences de notation. Quel est l'effet de l'action? Leur pouvoir consiste à définir la réalité, l'événement, l'ordre du jour. C'est eux qui donnent le storytelling, fixant les termes du débat public et orientant l'opinion. Il permet de définir qui a le droit de parler, fixe les normes et les valeurs. Les Mais effets, les normes et les valeurs. bah, une question, quand vous parlez du fonctionnement de l'université ou des médias, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas dans ces institutions? Alors que le travail, par exemple, quand vous parlez de l'université, c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes évalué par vos collègues. Il n'y a pas d'autre corps d'évaluation que ce Euh, corps. voilà, Weber définit ça comme l'autorité collégiale, Ouais, pas bureaucratique. exactement. Et donc, la question est la suivante, en quoi ce fonctionnement serait-il différent d'un fonctionnement pas postmoderne, mais moderne de l'université? Comment ça contribue à la création Peut-être que d'acceptation du postmodernisme? l'ordre du jour est différent. Et quand vous parlez de l'ordre du jour, de quoi parlez-vous? Par exemple, des règles sur l'orthographe corrigée, sur la représentativité des groupes sociaux, des ethnies, etc., etc. Oui, ça fait partie de l'anomie dont vous avez parlé, parce que l'université aujourd'hui est un lieu où on parle de la déconstruction nécessaire des normes. Il n'y a pas de normes, plus de normes. Il y a une norme néanmoins qui consiste à favoriser les groupes sociaux réputés défavorisés. Ça, j'en ai été témoin, je peux le dire. Pas toujours, mais je peux le dire.
Et donc, pour pas qu'on soit soumis à des reproches, il y a aussi le tribunal populaire qui joue à ce niveau-là et qui oblige en quelque sorte l'Académie à se prononcer à ce niveau-là. Et ça, ce sont les, vous allez dire que j'ai tort, mais ce sont les résidus pratiquement du communisme, parce que dans les universités communistes, il y avait des quotas. Il y avait tant enfin, les enfants de bourgeois, d'aristocrates, ça, ils pouvaient même pas rêver d'étudier dans les universités. Il fallait qu'ils s'inventent une nouvelle identité. Il fallait que la majorité vienne des milieux ouvriers. Et puis, il y avait des quotas pour toutes sortes de minorités. Peu désirables, mais avec lesquels il fallait, enfin, il fallait vivre. Donc, c'est exactement le même procédé qu'on retrouve ici. Tant de femmes noires, tant d'arabes, tant je sais pas, d'homosexuels, de trans, etc., etc. Oui. Équilibrer un juif avec un musulman, etc., etc. Donc, je ne peux pas dire que ça existait toujours, mais les derniers temps j'enseignais, c'est une réalité qui s'est comme imposée de l'extérieur pour ne pas être l'objet de critiques, en quelque sorte. Donc, mais ici, la question de l'académie, c'est justement le côté normatif qui est très important. Parce que l'autorité académique est en fait, en quelque sorte, l'autorité suprême dans ce système. Il y a évidemment le juge, mais avant le juge, il y a l'académie qui est capable de juger cette réalité. Donc il y a un ensemble de caractéristiques du support dominant, de l'idéologie dominante. Donc on peut, alors ils ne sont pas traditionnels. On aurait bien du mal à chercher la classe selon Marx sur ce plan-là, c'est archaïque. Mais la réalité, c'est redistribué dans une dimension beaucoup plus vaste. Donc, en fait, alors, la question qui se pose, comment tout cela est-il possible? Parce que Excellente. vous avez remarqué que j'ai tenté de déployer sur différents niveaux les éléments d'explication. Mais nous n'avons pas discuté d'un élément, justement, qui est d'autant plus actuel qu'il est consacré, la globalisation, le monde global. Avec l'idéologie postmoderniste, en fait, va de pair avec la globalisation. C'est clair? La globalisation, prenez déjà un exemple. Vous n'êtes plus enfermé dans des frontières, mais vous êtes reporté aux frontières de l'univers, si on peut dire. OK? Et donc, là où vous êtes complètement perdu. Vous vous retrouvez dans un gigantesque univers abandonné, perdu, comme les gilets jaunes, si l'on peut dire, parce que la frontière a bougé, tout simplement. Et donc, un espace est ouvert qui n'est pas structuré, où rien n'existe sur ce plan-là. Donc, en fait, on comprend que le cœur de l'idéologie postmoderniste, c'est la nation, parce que la nation oblige à des frontières, au territoire, la territorialisation. Et nous avons vu que la détériorisation s'est avérée très problématique. Par exemple, elle a provoqué la désindustrialisation de l'Europe au profit de l'Asie et remettant en question les substrats mêmes du cadre européen. Donc, en fait, la scène nationale s'est retrouvée déstabilisée dans une structure beaucoup plus large que l'univers des nations. Et c'est cette déstructuration qui va rendre possible justement le postmodernisme, la critique de l'État-nation. Donc, l'Union européenne a entamé un processus de relativisation et de destruction des nations européennes.
c'est un fait, c'est peut-être scandaleux de le dire, mais c'est un fait. C'est que le cadre même dans lequel la modernité s'est déployée est aujourd'hui détruit, est aujourd'hui remis en question profondément. Et je rappelle quelque chose d'important. J'ai parlé tout à l'heure du traité de Westphalie en 1648. À quoi mettait fin l'État-nation créé à ce moment-là? Aux empires, les empires centraux. Si vous enlevez l'État-nation, qu'est-ce qui vous guette? L'empire. L'Union européenne est une forme d'empire, même s'il ne se définit pas comme tel, un empire sans empereur, ce qui est impossible. Parce qu'en règle générale, dans les cadres impériaux, on a besoin d'un pouvoir manifeste, figuré, figuratif. L'empereur est un quasi-dieu, si tu veux, qui tient ensemble des peuples totalement différents, des langues contradictoires. Pensez à l'Empire austro-hongrois, etc. Un empire sans empereur, un empire sans gouvernement, mais un empire malgré tout à travers ses capacités de régularisation, de réglementation de toutes sortes de choses. Et on a vu récemment en France la grogne des agriculteurs face à la nécessité d'un processus bureaucratique pour les échanges économiques. Donc en fait, il est clair que le problème de l'Europe, c'est le problème des identités, de l'identité, d'abord de l'identité de chaque nation. Il n'y a pas une identité multinationale sur ce plan-là. C'est aussi le danger qui va de pair avec avec l'empire, j'allais dire l'impérialisme, puisque là c'est un impérialisme sans impérialisme. Mais le danger qui va de pair, c'est justement un néo-féodalisme, le fait de dépendre, d'être en rapport avec les individus, non plus avec des individus à travers la citoyenneté, mais à travers des groupes sociaux, comme le woke et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, en fait, l'empire, c'est aussi l'affaiblissement des États-nations, parce qu'en fait, les citoyens européens sont très loin du centre du pouvoir, très loin intellectuellement, même physiquement, c'est Bruxelles ou Strasbourg, mais ils sont loin mentalement, ils n'ont plus de contact avec la sphère du pouvoir. Et donc, en fait, le problème, c'est que la constitution de l'Union européenne a vu la constitution d'une forme impériale, ce qui se dénie la qualité d'empire, qui a provoqué une décompression qui a fait que les nations ont éclaté dans cet élargissement de la... et ça s'est combiné, et c'est d'ailleurs pourquoi, avec une crise de l'immigration venant du sud de l'Europe. L'ensemble de ces éléments, de ces variables, a fait que euh, est apparue la possibilité d'une conception du monde comme celle du postmodernisme et de son influence sur des pans entiers de la réalité de l'Union européenne. C'est ce qui me semble évident. On ne peut pas séparer le postmodernisme de l'Union européenne, car c'est là qu'est le début et la fin de sa réalité concrète. Et ne peut-on pas dire qu'en face de cet empire européen, il y a un autre empire qui s'élève, qui en fait était toujours là, c'est l'empire de l'islam, de l'Oumma, parce que cet empire-là est beaucoup plus solide que celui dont vous parlez. Alors, il y a plusieurs empires possibles. Il y a la Russie, manifestement, qui est Il est aussi... aussi envahi par les islamistes, il faut dire. Oui, mais la Russie, en elle-même, elle est un empire, elle a une ambition d'empire. La Chine, manifestement, également. Et donc, il est clair, par exemple, puisque vous évoquez la question d'Israël, que dans cette arène-là, le problème, c'est l'État-nation israélien, qualifié de toutes les tares et de toutes les critiques. Donc, en fait,
non, nul ne sait ce que deviendra la réalité. L'empire islamique, il y a des candidats à l'empire, euh, comme le président turc, Erdogan. L'empire, l'Iran est carrément candidat à l'empire. Et ça prend d'autant plus de force qu'on sait que dans l'Antiquité, l'empire perse fut puissant. À l'époque, il avait autorisé les Hébreux à retourner, il avait détruit euh, l'État d'Israël et il avait permis aux Hébreux de retourner, refonder le temple à Jérusalem. Mais parce qu'ils Mais n'étaient pas musulmans. Ils n'étaient pas musulmans, non, il n'était pas musulman, l'islam n'était pas encore né. bien sûr. Il y a effectivement dans l'islam, il y a des potentialités de cette quête de pouvoir total. Et on le retrouve dans l'islamisme aujourd'hui à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus stupéfiant que les, les foules égarées de l'Europe qui scandent des slogans pour la Palestine se font les fourriers de cette intrusion et de domination. Mais si on considère que toute idéologie est par essence conservatrice et qu'elle contient le début de chaque bonne intention, de toute bonne intention contient déjà en germe sa fin, peut-on espérer que le postmodernisme s'autodétruira? Il deviendra sans doute une idéologie. Il se solidifiera comme ça jusqu'à éclater. Et c'est là qu'apparaîtra un autre phénomène d'idées qu'on peut déjà définir comme une utopie. L'utopie cherchera à casser le pouvoir de l'idéologie postmoderniste, à instaurer sa propre vision des choses, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Le phénomène des générations dans l'histoire humaine. Une génération construit son monde et s'en va. Une autre la suit, elle reconstruit le monde à sa façon. Bon, il y a ainsi une succession de phases dans l'histoire sociale et idéologique. Et donc, voilà. Là, pour l'instant, nous en sommes au stade où l'utopie est en train de se durcir et de devenir une idéologie. L'emportera-t-elle, ne l'emportera-t-elle pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que au bout de l'horizon, il y a toujours un espoir, l'utopie à venir. Mais attention, elle est dangereuse par elle-même, parce qu'elle peut devenir un ordre dur et... Alors, ce que je voudrais dire aussi, si vous voulez, c'est, vous m'aviez posé la question, j'ai écrit ce livre plusieurs années avant la crise israélienne. Et après coup, en étudiant la crise israélienne, notamment celle qui a précédé la guerre de Gaza, etc., je me rends compte que je n'ai fait que décrire ce qui allait se passer. Sur le plan de la judiciarisation, sur le plan de l'essentialisation de la démocratie, parce que vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent, mais il peut y avoir une démocratie sans la loi de majorité. Donc il y a des camps qui sont par essence démocratiques, en quelque sorte. Et on peut négliger la loi de l'élection pour élire le pouvoir. Ben, cette idée, elle était très courante dans la manifestation. Et on a pu voir aussi que cette manifestation, qui était une forme en partie d'autodestruction, a été bien observée par l'ennemi palestinien, l'ennemi arabe, justement, ou qui a pu penser que la nation démocratique israélienne se décomposait. Par contre, je signale quelque chose d'important, il n'y a pas eu de révolte des Arabes israéliens, ce qui veut dire que les Arabes israéliens, déjà, se sentent faire partie d'une nation citoyenne, bien qu'ils ne soient pas juifs. Et donc, euh, il y a une façon, on peut lire l'ensemble de cette crise en cette lumière-là aussi, que ce soit une crise judiciaire. Ben, tout est là. Parce que nous avons vu justement dans le développement de cette crise judiciaire que c'était
la Cour suprême, le juge qui prenait des décisions pour le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif qui est élu, qui est reconnu par le Parlement, etc., alors que le juge n'est élu de personne, n'est reconnu qu'entre ses collègues. C'est typiquement une crise du postmodernisme sur ce plan-là. Alors, je sais bien que cette analyse-là, qui est sociologique, elle est peut-être un peu perturbée par le caractère intrinsèque, le caractère juif, israélien, etc. Mais la crise israélienne qui s'est déroulée l'an dernier, et à l'instar de la crise qui se déroule dans les États européens. Et je dis européens bien plus qu'américains. Et donc, il y a là un mode d'analyse qu'il faudrait développer, que moi-même je n'ai pas développé particulièrement, mais tous les éléments que j'ai tenté de signaler se retrouvent dans la situation telle qu'elle s'est mise en place. Je crois que votre livre, qu'il faut absolument lire, que ce soit la première édition de 2012 ou la deuxième synthétique de 2022, pourra donner des clés de compréhension de ce dont on a parlé ici. Et je vous remercie beaucoup pour vos lumières aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça de manière aussi claire.